Donc, je vais vous parler du musée comme lieu de jouissance, anciens espaces, nouveaux types. Je vais parler d'Orsay, de Quimper, de Roubaix et de Valence. Typologie. Les musées sont des édifices dont les formes peuvent être les plus diverses. Jean-Louis l'a dit tout à l'heure. Si l'on compare aux gares, aux hôpitaux, aux marchés, aux palais de justice, il est difficile de distinguer une typologie qui leur serait propre. Ou plutôt, pourrait-on parler d'unicum ou alors d'une typologie fluide. Quoi de commun, en effet, entre le Louvre, le Louisiana et le Saône que vous voyez ici. Et pourtant, j'ai eu l'opportunité de réaliser quelques musées, toujours à partir d'édifices existants. J'en retiens que les bâtiments, lorsqu'ils sont émancipés de leur fonctionnement originel, prennent alors du galon, parce qu'ils sont réemployés, mais aussi parce que le musée occupe une place privilégiée dans la hiérarchie des édifices publics. Ils affirment aussi leur statut d'œuvre architecturale, indépendamment de leur fonction, stimulant ainsi le visiteur. Le XVIIIe siècle finissant, très riche en inventions typologiques, a certes tenté, avec Boullée, d'inventer une forme idéale, voire absolue, au musée. Alors, je sais pas, il va falloir que je trouve quand même le système pour passer d'une photo à l'autre plus facilement, parce que là, je n'ai pas l'habitude du Mac, je suis sur Dell d'habitude, ou alors je sors mon ordinateur peut-être. Si tu es plus à l'aise avec ton ordinateur, fais-le, sinon. Voilà, tu le mets sur le côté, ça. Voilà, voilà on va ranger ça. Voilà, très bien. C'est très bien, merci. Donc, vous connaissez cette figure du muséum de Boulay à double symétrie. Un musée comme lieu de la connaissance. Mais en France, ce sera finalement le musée du Louvre, c'est-à-dire un palais transformé, qui sera la référence du musée. Le Louvre de vivant de nom n'est pas un objet, donc, mais un dédale dans un palais, un lieu où viennent s'inspirer les artistes et que la pyramide, bien plus tard, va recentrer. La typologie de musée construit spécialement pour des collections apparaîtra au milieu du XIXe siècle, comme l'a dit Jean-Louis. Elle s'inspirera surtout de l'architecture des palais et devra peu, sauf en Allemagne avec Schinkel et von Klenz principalement, au courant rationaliste et utilitariste qui se développait à la suite de Durand. Le musée de Quimper de 1854 était un petit palais toscan. Et l'on peut dénombrer tous les palais des beaux-arts en France. Jouissance. Mais avant de vous dire ce que nous en avons fait, je voudrais revenir sur l'idée du musée comme lieu de jouissance, car Jean-Louis a trouvé ce titre énigmatique. Le musée comme contenant n'a pas a priori à être un objet narcissique. Ce n'est pas lui en priorité que l'on vient voir, c'est la collection. Il n'a donc pas à être en lui-même objet de contemplation. Mais lieu de jouissance, oui. Je veux dire que son espace n'est pas de pure utilité. Il peut être pour le visiteur l'occasion d'un plaisir, d'un jeu, surtout s'il l'a été aussi pour son concepteur et si la présentation des collections, le parcours, entre dans ce jeu. Et la reconversion d'édifices existants est en effet pour l'architecte l'occasion d'un jeu de type oulipien ou un agencement deleuzien dont il va se fixer les règles, inverser les accès, rendre le parcours autrement, redistribuer des éléments d'architecture. J'ai cité Saône. Voilà, c'est bon, merci. J'ai cité Saône, vous connaissez l'histoire. Saône, architecte anglais de renom du début du XIXe siècle, ayant comme ses confrères et compatriotes de cette époque le sens du temps et du paysage, et antiquaire de surcroît au sens ancien d'amateur d'art éclairé, a acheté 3 maisons sur un square londonien et les a réunies pour en faire son musée personnel. Dali a fait à peu près la même chose à Cadaqués un siècle plus tard. Il en résulte des mises en perspective, des jeux d'échelle, des accumulations, des percées de lumière fascinantes pour le visiteur.
Louisiana, c'est cette maison d'inspiration coloniale près de Copenhague, joliment située sur un parc en déclivité, dominant la Baltique, qui a offert l'opportunité de créer un musée d'art contemporain constitué d'un dédale souterrain et d'un jeu d'émergence dans le parc. Le plaisir est assuré. Chacun a ses vertus. Dans un cas, un enrichissement interne des lieux, multipliant l'espace. Dans l'autre, une appropriation du site, invitant à la nonchalance et au plaisir champêtre. Est-ce que l'architecture est absente de la jouissance que procurent ces lieux? Non, mais pas l'architecture a priori en tant que forme visible, en tant qu'objet, mais plutôt l'architecture en tant que contenant, dont le contenu sont les collections, et elle-même uniquement comme le cadre d'un tableau ou comme une stratégie de l'espace ou l'appropriation d'un site. L'architecture comme médiation. L'architecture acquiert son indépendance pour assurer cette médiation, ce lien fondamental entre le contenant et le contenu, à distance du fonctionnalisme. Cependant, si l'on choisit un contenant pour en faire un musée, il se pourrait que lui-même participe du contenu. On l'a peut-être choisi pour ça. D'ailleurs, si l'on choisit de créer un contenant spécifique qui soit lui-même une icône aussi, et c'est bien, par exemple, le cas avec Guéry, un nouvel objet utilisé en musée. Stratégie de reconversion, la place du musée. Réutilisation d'un bâtiment existant versus objet neuf, ce sont deux thèses, deux stratégies de communication qui s'affrontent. Alors. Voici la Dogana, une proue face à la lagune de Venise, d'un côté, et de l'autre, je suis désolé, et de l'autre, bien sûr, et de l'autre, une bataille navale sur le bois de Boulogne, Trafalgar. Mais si aujourd'hui la reconversion du patrimoine, développement durable oblige, a acquis ses lettres de modernité, au début des années 70, il fallait être adepte de la table rase pour prétendre être moderne. Or, les hommes avaient bâti des choses d'une certaine valeur, et je considérais entre autres le plan voisin comme une affiche de propagande, et la démolition des halles de Baltard ça alors, je ne m'y attendais pas. Voilà. Et la démolition des halles de Baltard me confirma que notre société perdait la capacité de voir et de comprendre le cadre que les générations précédentes lui avaient laissé. C'était un crime, comme l'avait été au XIXe la démolition de Cluny ou d'œuvres majeures de Philibert Delorme, qui se soldait aussi par la disparition d'un lieu de mémoire. D'ailleurs, revanche du génie du lieu, on n'en sort toujours pas 45 ans plus tard. Je comprenais que l'on ne pouvait rien bâtir de nouveau sans la mémoire de ce qui nous précédait et que la doctrine fonctionnaliste, qui avait su nous débarrasser des excès de l'éclectisme et ouvrir la voie à des solutions sans doute efficacement hygiénistes, devenait moins pertinente qu'elle n'avait paru aux disciples de Sullivan. Un immense patrimoine restait à protéger, particulièrement celui du XIXe siècle, souvent industriel. Cela valait bien la peine qu'on s'en préoccupât, et j'ai, avec mes partenaires, Francine Aginski, Pierre Colboc, Renaud Bardon, Pascal Anfou et Claire Thierry, proposé en 1977 une recherche au ministère de la Culture qui fut acceptée et s'intitula « Métamorphose de l'objet architectural ». Il s'agissait d'inventorier des exemples dans le champ historique et géographique pour comprendre le phénomène de réutilisation et en tirer un enseignement théorique pour de futurs projets. C'est à la suite de cette recherche que nous fûmes confrontés à la gare d'Orsay. Comment je quitte ça? Ça s'accumule, ça s'accumule. Très embarrassé. Je m'occuperai du texte. C'est gentil, merci. C'est gentil, oui.
la gare d'Orsay. Donc tu as c'est la numéro 6. Voilà, très bien. Quelques mots sur ces métamorphoses. Split était sans doute pour nous le plus emblématique. Mais ce que je peux, c'est de passer une copie, comme ça tu as la liste. Split était sans doute pour nous le plus emblématique des exemples laissés par l'histoire, car il s'agissait d'une ville entière inscrite dans un palais. La ville rendait légitime la transformation et l'émergence d'une autre architecture. La forme précédait la fonction, mais plus qu'une inversion du processus fonctionnaliste, se révélait dans cet exemple une véritable dialectique entre la forme et la fonction. Saint-Yves de Borromini, autre exemple, merci, autre exemple, nous prouvait que le travail sur l'existant permettait en effet de créer une architecture spécifique sans renoncer à son propre style. La basilique de Vicence de Palladio montrait même que le sujet, faire d'une ancienne basilique gothique un lieu civil, pouvait être l'occasion de créer une nouvelle écriture architecturale. Au début du XXe siècle, pour Alois Riegel, après les salutaires controverses entre Ruskin et Viollet-le-Duc, tout ce qui a été construit constitue un maillon irremplaçable de la chaîne du développement. Il postule donc que le dernier qui parle n'a pas forcément raison. Le monument du passé doit être traité à l'égal de la création contemporaine, dit-il. Si l'on soustrayait les monuments du passé à leur utilisation contemporaine, il faudrait les remplacer par d'autres édifices. Un propos très proche de celui d'Alberti, qui jugeait criminel de démolir un édifice si aucun projet valable ne pouvait lui être substitué. Une position sur le développement durable, enfin, aujourd'hui d'actualité. Riegel recommande en outre, dans toute intervention sur un édifice, de bien rendre lisible l'apport contemporain par rapport au témoignage du passé. Il faut exiger, dit-il, de la création récente une intégrité totale, non seulement de la forme et de la couleur, mais aussi du style, ce qui sera aussi la recommandation de la Charte de Venise. Dans les années 1970, cependant, le raidissement doctrinal touchant de pair le fonctionnalisme et la préservation des monuments historiques se traduisait par le rejet de la réutilisation ou alors par deux manières de faire le projet à partir d'édifices existants, le pastiche ou l'utilisation du contenant comme un simple abri. Mais apparaissait pourtant une démarche contextuelle illustrée par quelques projets italiens ou tessinois à Bologne, ou le projet de Carlo Scarpa à Venise, ou de Mario Campi ici à Bellinzona. Cette démarche seule ouvrait alors la voie d'une authentique création tout en respectant un patrimoine donné. Plusieurs questions posées par la pratique de reconversion. La forme existante ne crée-t-elle pas la fonction nouvelle et non l'inverse? Jusqu'à quel point respecter l'édifice en le réemployant? Et quelle est notre légitimité à intervenir? Si l'édifice appartient à la ville comme œuvre métamorphique, n'autorise-t-elle pas la transformation de ces éléments? Comment aborder la réversibilité, pierre de touche des ACMH? Le projet peut-il devenir un travail dialectique et syntaxique à partir de l'analyse d'un édifice, comme peut l'être un travail sur la syntaxe de la ville, selon Giovannoni ou Tafuri? Anciens espaces, nouveaux musées. La reconversion d'édifices existants pouvait ouvrir une voie nouvelle et faire plus particulièrement évoluer le concept de musée. Faire qu'une typologie fluide, nouvelle, transforme le rituel de la visite. Faire en sorte que le mot même de musée soit chargé d'un nouveau contenu. Muse, musarder, amuser, moins austère. Dans le projet de reconversion, le devenir du projet est peut-être plus contenu dans la démarche que vous adoptez que dans l'image figée que vous dessinez. Il y a, espérons-le, toujours une part d'utopie dans le projet, mais elle est alors plus dans ce que l'on espère de la jouissance des visiteurs que dans la forme d'un objet. Créer un musée dans la gare d'Orsay a donc été en 1979 une première expérience collective de projet que j'ai partagée avec mes confrères Pierre Colboc et Renaud Bardon. La gare d'Orsay était une grande nef vide, sorte de grand berceau voûté de caissons d'échelle quasi géographique, surgi en 1900 dans le faubourg Saint-Germain, sans l'éventail de voies ferrées des autres gares. Elle était bannie par les architectes et mal aimée du public en général. Mais face aux Tuileries, situation exceptionnelle. Sauvée in extremis de la démolition par le ministre de la Culture Duhamel
et dont l'utilisation au musée semblait possible grâce à l'étude de faisabilité qu'avaient présentée Péquet et Auburn au président Giscard d'Estaing et à la nécessité de mieux présenter la création artistique du XIXe siècle. Par ce concours, nous avons donc eu l'occasion d'une première mise en application de nos idées. Comme le palais dioclétien de Split, dont l'ossature monumentale était devenue la trame des espaces publics, la gare allait donc, sous sa voûte, devenir une ville métaphorique, propre à faire évoluer le concept de musée. Avec Orsay, le terme de réhabilitation prenait son sens le plus fort. La gare offrait en effet un magnifique espace. Je vais passer à 11, à la photo suivante. Oui, c'est celle-là, oui, qu'aucun musée neuf n'aurait pu espérer, et qui, au moment de l'Expo de 1900, fut d'ailleurs comparé à un palais des Beaux-Arts. En échange, le musée sauvait la gare de la démolition et en valorisait l'architecture. La vertu même de la reconversion réside dans ce type d'échange. Nous pouvions réinventer le lieu en le révélant. En 1979, on concevait encore des musées bannissant la lumière naturelle, dans lesquels le visiteur n'avait d'autre issue que de suivre la flèche. Nous en avons pris le contre-pied. Les musées cherchaient à élargir leur public. Ayant un peu lu Bourdieu, il nous semblait déterminant de traiter le visiteur en adulte libre de ses choix, donc de lui donner la capacité de se repérer et de s'orienter dans l'espace. Nous avons aussi souhaité que l'œuvre, selon l'expression d'Umberto Eco, restât ouverte et qu'à la façon d'une place publique, elle garde en permanence une capacité de renouvellement. Les choix déterminants du projet furent entrer dans le sens longitudinal, à l'abri du vent, par un parvis, que vous voyez, rue de Bellechasse, dans des espaces d'accueil généreux se développant par un auditorium, en dessous, sous le parvis, descendre plus bas que le niveau d'origine des voies pour donner plus d'ampleur à la nef et amorcer un parcours ascendant, créé avec 2 terrasses de part et d'autre, au niveau des retombées des arcs métalliques de l'ossature. Là, ça va aller plus vite, les photos. Des arcs métalliques de l'ossature, intégrer, voilà les arcs métalliques de l'ossature, intégrer transversalement l'autel. Auparavant, dans le projet de Laloux, voilà, on voit l'axe transversal. Dans le projet de Laloux, l'autel était disjoint évidemment de la gare, et composer le musée entre le quai et la rue de Lille. Utiliser la lumière zénitale des verrières de la nef de la gare et la faire pénétrer dans les espaces adjacents créés, et ouvrir à la lumière le grand comble. Alors, voilà le grand comble, orienté au nord, construit par Laloux en vis-à-vis de la gare du bord de l'eau. Distribuer les collections selon une stratégie pédagogique et selon la qualité de la lumière. Les sculptures dans le cours et sur les terrasses, le courant académique, Cabanel, puis Chavannes, et le courant d'avant-garde, Barbizon, Courbet, Manet, se faisant face de part et d'autre du cours, avec en point d'orgue dans le transept la confrontation Courbet-Couture. Alors, tu vas trouver confrontation Couture. Il y a des numéros, c'est 18C. Voilà. Courbet, donc, qui était et qui ne sont plus dans ce que nous appelions le transept, c'est-à-dire l'espace qui avait les proportions d'origine de l'un des vestibules. Il y a 7 vestibules couverts de coupoles, vous savez, et donc c'est l'espace se trouvant au même niveau que le quai extérieur, donc dans ses proportions d'origine. Donc voici Courbet et Couture qui lui faisaient face. Donc dans le... Non, c'est pas ça. Couture. Tu vas... Voilà. Les Romains de la décadence de Thomas Couture en face. Enfin, les impressionnistes réunis dans la galerie des hauteurs. Tu étais tout à l'heure. Voilà, dans une ambiance de lumière extérieure. Réimplanter le restaurant dans ses décors restaurés.
Voilà, hôtel-restaurant. Préserver des lieux ouverts à des utilisations diverses, comme la salle de bal, le cours. Alors, la salle de bal, tu vas la trouver. Oui, la salle de bal, le cours et ses extrémités. Enfin, on peut voir que quelques références sont lisibles dans le projet. Alors, il faudrait revenir à la photo d'ensemble, c'est celle-là. Voilà, en particulier la bibliothèque de Boulay. Vous connaissez le projet qu'avait fait Boulay pour la Bibliothèque nationale. La bibliothèque de Boulay en gradin sous berceau. Et dans cette architecture, également les volumes d'ateliers d'artistes et les expositions universelles qui nous avaient inspirés. Donc les volumes d'ateliers d'artistes en particulier pour prendre la lumière de la verrière du cours à l'intérieur des salles. Parce que les conservateurs, Michel Laclotte en premier, désiraient qu'une mission muséographique existât indépendamment de la mission d'architecture, et que nous fondions sans doute dans les concepteurs italiens d'alors l'espoir qu'ils relayent notre démarche auprès de nos interlocuteurs institutionnels un peu désarçonnés, nous avons suggéré, après avoir proposé en vain une équipe intégrée avec notre confrère romain Felice Fanuel, de choisir une designer milanaise, mais elle eut le désir de parler plus fort que Victor Laloux, ce qui a conduit à la réalisation dans la nef de la gare de 2 tours. Non, on va trouver un peu plus loin, c'est ça. Voilà. De 2 tours. Ah, on y est. Voilà, de 2 tours, archétype moderniste assez inutile, ainsi qu'à d'autres dérives formalistes. Par la suite, j'ai évité ce genre d'écueil en assumant moi-même, si je le pouvais, la mission de muséographe. Mais la dialectique, dont on sait qu'elle peut casser des briques, plus que l'image figée, a peut-être fini par faire digérer ses lourdeurs. Le public, 3,5 millions par an, apprécie ce musée. Dans les cas de reconversion, la syntaxe finit-elle par digérer les mots les plus gros? Est-ce bien sûr? L'ouverture d'un projet, c'est comme la démocratie, cela dépend de qui s'en empare. Dans la galerie des hauteurs, alors tu vas retrouver la galerie des hauteurs, voilà, dans la galerie des hauteurs, le grand bain de lumière zénithale qui réunissait les impressionnistes a été vidé de toute substance. Le transept, qui témoignait des vastes proportions d'origine du vestibule de la gare, a été vidé des grands courbés. Voilà, qui affirmaient leur modernité face à l'académisme des Romains de la décadence, et se trouvent aujourd'hui curieusement logés. Chaque projet gagne à être le résultat d'un dialogue entre l'architecte et l'utilisateur, si celui-ci est acquis au choix du projet et motivé par sa réalisation. Les conservateurs sont des médiateurs entre les collections et l'architecte. André Cariou pour Quimper, Bruno Godichon pour Roubaix ou Hélène Moulin pour Valence ont porté par leur passion, leur confiance et leur attention une responsabilité déterminante sur le résultat final. Je réalise donc après Orsay le musée des Beaux-Arts de Quimper. Cette fois, il s'agit de la transformation et de l'extension d'un musée existant. Le bâtiment avait dès l'origine été conçu, comme je l'ai dit, en 1854 pour accueillir la collection que l'ingénieur Silghi léguait à sa ville. À partir d'œuvres de la Renaissance italienne jusqu'au XIXe siècle, les collections se sont ensuite enrichies avec l'école de Pont-Aven et le fonds Max Jacob. Ce musée créé avait donc la forme d'un petit palais toscan. Alors, on va retrouver la façade. Notre projet est la recomposition à partir de la géométrie existante, en l'occurrence celle d'une parcelle traversante du centre-ville en baïonnette. Voilà, dédoublée sur un terrain adjacent. Nous translatons l'escalier. Et là, nous translatons l'escalier. Alors voilà, merci. Voilà, nous translatons l'escalier qui était ici. Là, on l'a translaté du bâtiment d'origine dans l'extension.
comme emporté par la vague, afin de déplacer le centre de gravité du musée et donner plus de place à l'accueil. 26, 27 ensuite. Voilà, alors on se retrouve là dans les espaces de la nef centrale du musée. Et voici le décor de la salle à manger de l'Hôtel de l'Épée de Julien Lemordant, qui est reconstitué dans un volume transversal à la nef, entièrement en bois, avec un éclairage zénithal, qui semble flotter au-dessus de l'accueil, décollé du bâtiment d'origine par une faille. Voilà, par une faille. Tandis que les salles de peinture de part et d'autre de la nef prennent la lumière naturelle au nord. Voilà. La nef elle-même prend latéralement à l'ouest et à l'est une lumière océanique plus ensoleillée. Voilà, c'est ce que l'on voit. Vous voyez, voilà, ça c'est la nef. Vous voyez la lumière plus ensoleillée à l'intérieur de la nef, tandis que les salles sont éclairées par la lumière du nord. La façade sud, sur la place Saint-Corentin, associée à celle de l'hôtel de ville, n'est pas modifiée, tandis qu'une façade arrière est créée au nord. Voilà, une façade arrière est créée au nord, sur rue, offrant une transparence sur la profondeur du musée. Je vais vous parler maintenant de Roubaix et de la piscine. À Roubaix, il s'est agi ensuite de transformer en musée la piscine et bain art déco, réalisé en 1934 par Albert Berg. Alors, vous voyez là le terrain, et ça, c'est l'avenue Lebas. Là, ça, c'est la gare. L'hôtel de ville est ici. Et cette avenue Lebas est une avenue importante de Roubaix. En face de la piscine se trouvait l'ENSET, qui était l'école des ingénieurs de l'industrie textile, dans lequel le musée avait été créé pour susciter l'imagination des dessinateurs de tissus. L'entrée du musée se situait sur la rue latérale. Alors, est-ce qu'on la voit? On ne voit pas bien la rue des Champs. Si, elle est là, la rue des Champs. L'entrée du musée se trouvait latéralement ici. Voilà. On peut passer à l'image suivante, qui est plus... Ouais, voilà. Vous voyez là, donc l'ancienne entrée qui était là. Voilà, l'ancienne entrée de la piscine avec une galerie comme ça qui est là en profondeur. Les baignoires qui étaient disposées ici sous une forme de cloître. Le grand bassin là, et ici une friche industrielle. Et l'école des ingénieurs de l'industrie textile se situant là. Point essentiel de la stratégie culturelle de cette ville, à partir du choix de ce bâtiment par le conservateur, Bruno Godichon, concevoir un musée solidaire. Alors, 35, j'ai une série de 3 photos qui viennent ensuite. Alors, on voit là le bassin dans l'état où il se situait, où il se trouvait quand nous en avons pris connaissance. Ensuite, voilà une photo de la partie de jardin intérieur entre les salles de bain et le bassin. Et une autre photo ensuite. Voilà, on voit le plan de composition. Donc, l'idée est d'entrer, je parlais tout à l'heure de la stratégie d'entrée, entrer donc en face de l'école des ingénieurs d'industrie textile, exactement dans l'axe, et progresser au travers de la friche industrielle dans les espaces d'accueil, donc en allant vers la lumière du musée, en quelque sorte. Donc, je dis, cette piscine est une composition complexe, inspirée de l'architecture conventuelle. Le grand volume de bassin et en prime une friche industrielle. Notre choix
et donc de situer cette entrée en face de l'N7 et de progresser par l'ancienne friche industrielle. Alors on va voir la suite des photos qui correspondent à ça. Voilà l'entrée dans la friche industrielle et on progresse vers l'accueil, donc à contre-jour. Voilà, ça, là on est dans l'accueil et là on va vers l'espace d'exposition temporaire qui est une extension donc en prolongement de la composition préexistante. Alors, le bassin est conservé avec sa margelle de mosaïque, des pontons latéraux accueillent des sculptures, et la lame d'eau centrale, qui peut rester découverte ou être recouverte, est ouverte à tout type d'événements, défilés de mode ou spectacle de Caroline Carlsson. On va voir encore un défilé. On voit là la margelle de mosaïque et les pontons des sculptures. Voilà un spectacle de Caroline Carlsson utilisant le bassin. Alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que cette lame d'eau permet effectivement des jeux avec l'eau, dans l'eau, mais elle peut aussi être recouverte. On a des pontons qui permettent de la recouvrir et par exemple, le conservateur peut organiser un bal ou différentes manifestations utilisant cet espace. C'est en fait ce que nous souhaitions développer à Orsay, beaucoup plus que ça n'a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Orsay, le cours est quand même utilisé d'une certaine manière, mais un peu trop encombré. Alors là, on voit les séquences de cabines. Les cabines de douche et de déshabillage sont regroupées comme autant de studios pour exposition dossiers. Le réemploi de matériaux modulaires, la brique émaillée, la brique des murs des berges également, faisant écho aux pages que Lévi-Strauss a consacrées au bricolage dans La pensée sauvage. Incessante reconstruction à partir des mêmes matériaux, où ce sont toujours d'anciennes fins qui sont appelées à jouer le rôle de moyens, les signifiés se changeant en signifiants et inversement. Jouant de la richesse des collections, arts décoratifs, textiles, beaux-arts, le parcours est tissé et bouclé. Un rappel du jeu oulipien dont je parlais tout à l'heure. Ce projet a donc offert l'occasion d'un travail de dialogue avec une architecture qui établissait déjà une relation du corps et de l'esprit. La lumière, l'eau, les parcours. Le comportement y devient un paramètre essentiel du projet. Nicolas Bourriaud dit « Habiter les formes, c'est apprendre à s'en servir. Il faut déplacer le point névralgique de l'activité artistique du monument vers le comportement. Le musée comme lieu de plaisir du visiteur devient réalité. Un atout, les premiers visiteurs sont les habitants de Roubaix et de la région lilloise qui ont appris à nager dans cette piscine. Le musée accueille 250 000 visiteurs par an et le chantier de l'extension est en cours. Je fais une petite parenthèse par une école d'architecture. Une école d'architecture n'est pas un musée, mais ce projet explique le suivant. Donc une école d'architecture, a fortiori celle de Belleville, pour des raisons historiques, est un bon contexte pour travailler une syntaxe qui puisse harmoniser des langages divers. Il s'agit à l'origine d'une pièce urbaine complexe, d'un lieu offrant, avec 3 cours et 6 bâtiments, un esprit à préserver. Là encore, l'idée de réaliser un objet nous est étrangère. Et toute notre attention se porte sur le comportement, c'est-à-dire la création d'opportunités pour les étudiants et enseignants. La syntaxe d'un projet, avant le vocabulaire, c'est bien ce qui fait le lien. Dans la ville, ce sont les rues, les places. Là, ce sont non seulement les joints, mais surtout, je peux passer aux images suivantes, mais surtout la distribution spatiale
des éléments du programme et les circulations, les coursives, galeries, terrasses, percées visuelles, escaliers intérieurs ou extérieurs, jardins, toutes ces choses souvent étrangères à l'architecture objet. Le musée de Valence. Le musée de Valence. Je disais que chaque projet se construit avec l'expérience des projets précédents. Le palais épiscopal de Valence présente à la fois la diversité des architectures et des espaces rencontrés à Belleville et une valeur patrimoniale et historique encore plus exigeante qu'à Orsay et à Roubaix. Des plafonds du XVe siècle, à préserver en cours de chantier, des fouilles archéologiques et des découvertes nouvelles, également en cours de chantier. Le projet doit révéler l'histoire du bâtiment et le site comme origine du projet. L'ancien palais, que l'on voit là, jouxtant la cathédrale Saint-Apollinaire, occupe une position stratégique à l'articulation entre le tissu médiéval. Alors, je vais expliquer un petit peu. Vous voyez, le musée est ici, la cathédrale est là, voilà la cathédrale. Ça, c'est la ville moderne avec le Champ de Mars. Ça, c'est la ville médiévale. Ici, le Rhône, et de l'autre côté du Rhône, l'Ardèche, et la montagne de Crussol. Adossé au relief, accompagné de terrasses et d'un beau jardin, il regarde vers le Rhône et les coteaux de l'Ardèche. Le projet doit révéler tout cela en affirmant les axes de composition. Alors, vous voyez là le croquis du projet. Voici le Rhône, voici la situation avec le jardin, les axes de composition, donc un axe horizontal comme ça, transversal entre la ville médiévale et la ville moderne, un axe vertical parallèle à la tour de la cathédrale qui monte donc jusqu'à un belvédère, un autre axe horizontal qui traverse le musée depuis une place ici jusque vers le Rhône. Donc, vous allez voir le développement ensuite. Voilà, on retrouve ici les axes. Vous voyez, l'un des axes horizontaux qui donne vers le Champ de Mars, l'axe vertical dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agissait donc de jouer cette proximité de la cathédrale et retrouver l'ancienne tour Barlongue du palais, qui était... Alors, le bâtiment d'origine du palais était là, c'était une tour Barlongue. Les vestiges de son ancien escalier en vis, admirer les collections gallo-romaines en surplombant la boucle du Rhône. Voilà. Un petit aperçu de parcours palindromique, parce que l'histoire peut être prise dans un sens ou dans un autre. Le musée sur la place des Ormeaux. Voilà, le musée sur la place des Ormeaux. Ensuite, il y a une autre photo. Voilà, ça c'est l'accueil. Ici, un thème dans le béton, bon, je ne développe pas ici, mais sur l'un des objets de la collection qui était un bâton calendrier. Il y a le second bâton calendrier que l'on peut voir est au musée de Saint-Germain-en-Laye. Il s'agit d'un os gravé. Là, on progresse, on voit le belvédère. Alors, le parement du belvédère qui fait ombraculo est issu d'un dessin d'Hubert Robert, parce que il y a une collection Hubert Robert importante au musée de Valence, et on a voulu de cette manière exprimer le contenu. On progresse verticalement
dans l'escalier nouveau que l'on a créé en décroutant les murs et en révélant toute l'histoire du palais par ce décroutage, des signes divers qui ont été interprétés par les archéologues du bâti. On arrive à la lanterne de l'escalier quand on progresse. Voilà, on continue. Non, on n'y est pas. La lanterne de l'escalier. Et là, voilà. Non, c'était le belvédère. Bon, ça fait rien. Voilà, là, on est dans le belvédère. Le belvédère et la terrasse. On doit voir ensuite la suivante. Non, c'est là. Voilà, celle-là, celle-là. Juste à droite, voilà, celle-là. Voilà, ouais, très bien. Le voisinage avec Saint-Apollinaire, qu'on a ensuite, voilà. La galerie Beaux-Arts en double volume. Ensuite, la grande salle d'archéologie gallo-romaine, la vue vers le Rhône, plusieurs images avec voilà. Et sans oublier de rendre hommage à Saône, ni à la fraîcheur du jardin. Ainsi, la jouissance proposée au public par le musée est donc physique, mais elle est aussi au sens juridique, celle d'un droit imprescriptible à jouir d'un patrimoine collectif qui est individuellement jugé inaccessible. Le mouvement d'amplification qui se dessine depuis quelque temps en faveur du patrimoine culturel est ainsi souligné par Françoise Choët dans l'allégorie du patrimoine. L'expression patrimoine historique désigne un fonds destiné à la jouissance d'une communauté élargie aux dimensions planétaires et constituée par l'accumulation continue d'une diversité d'objets que rassemblent leurs communes appartenances au passé. Dans le processus qui révèle leur patrimoine aux citoyens du monde, les musées occupent une place particulière de catalyseur qui contribue à leur succès public. Je te remercie beaucoup.